Professeur Ilan Grelsamer, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous voudrions parler avec vous du président de l'État, Reuven Rivlin, d'abord de sa personnalité lui-même. Le président de l'État est la cible depuis quelques jours de très vives critiques après avoir décidé de ne pas gracier le soldat Elor Azaria dans cette fameuse affaire Azaria qui n'en finit pas de finir. On l'a par exemple vu, on a vu des images, des photos de lui avec un kéfier qui n'est pas sans rappeler un peu certaines images que l'on avait vues à l'époque de la campagne d'incitation contre Yitzhak Rabin il y a un peu plus de 22 ans. Donc le président de l'État, Reuven Rivlin, aujourd'hui est très vivement critiqué par une certaine frange de la population, on l'a vu. Comment expliquer que Reuven Rivlin se trouve dans cette situation aujourd'hui et est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que quelque part la fonction de président de l'État est affectée, est entravée? Bon, d'abord, je voudrais corriger, il ne s'agit pas de critique. S'il ne s'agissait que de critique, oui. Tout le monde a le droit de critiquer, tout le monde peut être critiqué. Il s'agit d'attaques virulentes contre le président de l'État d'Israël, tout simplement parce qu'il a jugé que ce soldat qui avait tué un terroriste qui était déjà à terre, qui était neutralisé, mais qu'il a tué volontairement, eh bien, a fait un acte qui n'est pas conforme aux valeurs de Tsahal, aux valeurs de l'armée israélienne, et doit donc faire un certain temps en prison. C'est parce qu'il a décidé, le président de l'État d'Israël, de ne pas exercer son droit de grâce, qu'il se voit la cible d'attaques véritablement insupportables, mais non seulement de la part de l'opinion, c'est-à-dire des réseaux sociaux, bien sûr, on sait ce qui s'y passe sur ces réseaux sociaux, mais de la part de députés et de ministres du Likoud qui sont actuellement en place et qui attaquent véritablement le président de l'État d'Israël. C'est une situation que l'on peut qualifier d'antidémocratique de façon évidente. Et j'ajouterai, si vous me permettez, que ça n'est pas un fait isolé. Ça vient à la suite de toute une série de lois antidémocratiques qui sont actuellement proposées pratiquement chaque jour à la Knesset. Toutes ne passent pas, mais il y a une atmosphère, je dirais, d'attaque contre la démocratie que ce qui se passe avec le président vient concrétiser de façon évidente. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que, et là je ne parle pas que de Reuven Rivlin, mais je parle en fait du statut du président de l'État d'Israël aujourd'hui dans la démocratie israélienne, que finalement, eh bien, le statut du président s'est modifié au fil des ans. Dans le passé, le président était extrêmement représentatif, ce n'était pas un homme qui avait été impliqué dans la vie politique israélienne, et puis on va dire peut-être il y a une trentaine d'années ou 25 ans, peut-être même parallèlement au processus d'Oslo, et je ne sais pas si c'est lié ou pas, peut-être que vous nous le direz, le président de l'État est devenu un homme qui avait déjà trempé ses mains, on va dire, dans la cambouis politique israélienne et qui parfois avait du mal à représenter ce qu'il devait représenter à l'origine, c'est-à-dire une sorte de consensus au-dessus de la mêlée politique israélienne. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de la personnalité, évidemment, oui. de celui qui est président de l'État d'Israël. Mais le droit de grâce, par exemple, qui est au centre de cette question, est un droit qui a toujours été reconnu, toujours été pratiqué par le président de l'État d'Israël. Il y a eu des cas qui étaient moins graves que celui du soldat Elor Azaria, mais ce cas précisément met au centre de toute l'affaire, disons-le, les valeurs morales et la conduite des soldats israéliens. C'est donc un problème très important et en définitive, le président de l'État d'Israël devait décider à propos de ce problème moral quelle était la position de la présidence, quelle était la position de l'État. Donc,
c'est à la fois lié à la personnalité activiste ou non activiste du président, mais aussi aux questions qu'il a à résoudre. Et là, il s'agissait d'une question qui évidemment bouleverse l'opinion, et à juste raison. Alors justement, par rapport à la personnalité du président, on a le sentiment que ce que l'on pouvait tolérer de la part de Shimon Peres, qui était, on va dire, aussi un président qui avait été très politisé avant d'être, et justement, il a été, on va dire, très controversé lorsqu'il était homme politique, mais qui est devenu plus consensuel lorsqu'il est devenu président de l'État d'Israël. Shimon Peres qui avait réussi à faire une sorte de consensus et qui, à qui on laissait passer certaines déclarations politiques parce qu'il avait justement un background assez important. C'est plus difficile à le faire de la même manière lorsqu'il s'agit de Reuven Rivlin, lorsque des députés Likoud, vous parliez de ministres et de députés Likoud qui critiquent Reuven Rivlin, eh bien, disent finalement que Reuven Rivlin, lui aussi, eh bien, transforme la fonction de président en une fonction politisée. Il faut bien voir que Rivlin, le président de l'État d'Israël, vient du Likoud. Oui, mais c'est plus que cela. C'était un des piliers du parti au pouvoir. Et au fond, on a l'impression que les députés et ministres du Likoud voient Rivlin s'éloigner en quelque sorte d'eux, s'éloigner du parti et adopter des positions qu'eux considèrent comme étant trop à gauche, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est être trop à gauche que de refuser la grâce à un soldat qui a fait un acte aussi grave. Non, mais c'est pas ça. Il y a eu d'autres positions. Il y a eu d'autres choses. C'est vrai que Rivlin est plus, je dirais, libéral que ce qu'est le Likoud aujourd'hui. N'oublions pas que le Likoud a cette fracture entre les anciens Likoud, les compagnons de Menachem Begin, par exemple, Dan Meridor, qui a défendu le président, et un certain nombre d'autres, qui représentent un Likoud certainement parti national, nationaliste, mais avec des valeurs libérales, et ce nouveau Likoud que représente Miri Regev, que représente David Bitan ou Amsalem, ou ses députés et ministres, qui sont très nettement beaucoup plus à droite que n'étaient les anciens Likoud. Il y a une fracture très claire au sein de ce parti que l'affaire Rivlin vient bien illustrer. Alors finalement, la question que l'on se pose, c'est est-ce que si le président de l'État ne remplit pas véritablement sa fonction de rassembleur, d'unificateur de la nation, et que d'une certaine manière, ses prises de position ne font que rajouter de l'huile sur le feu, alors que quelque part, eh bien, ce n'est pas dans ses prérogatives d'être le gardien de la démocratie. Il y a d'autres, on va dire, il y a d'autres garants de la démocratie. On parle en particulier, par exemple, de la Cour suprême ou d'autres institutions. Mais ce n'est pas apparemment la mission du président de l'État. Est-ce que finalement, eh bien, si le président n'est pas consensuel, eh bien, peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Ça, c'est ce que dit la droite ou l'extrême droite. Supprimons le président parce qu'il ne fait pas ce que nous voulons qu'il fasse. Non, l'attaque généralisée aujourd'hui en Israël, et c'est très grave, et vos auditeurs doivent le comprendre, est une attaque généralisée contre tous ces gardiens de la démocratie que sont le contrôleur de l'État, le conseiller juridique du gouvernement, la Cour suprême et le président aussi. Il s'agit donc d'une entreprise généralisée de la part de la droite et de l'extrême droite de limiter au maximum l'action de ces gardiens de la démocratie. On dit en hébreu « shomrei asaf », c'est-à-dire les gardiens, ceux qui doivent intervenir en cas de nécessité. Et c'est très grave parce que on va vers un État d'Israël avec des institutions de contrôle très affaiblies. Et en ce qui me concerne, je pense que c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut lutter. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, il ne serait pas peut-être nécessaire de réajuster, on va dire, la fonction de président de l'État? Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de mettre des limites à ces députés ou à ces ministres qui portent atteinte à la démocratie israélienne. C'est à ça. J'habite à Jérusalem, je vois ça. Je suis professeur de sciences politiques, mais je vois ça de mes yeux. Il y a une attaque généralisée à laquelle nous n'avons jamais assisté dans l'histoire de l'État d'Israël
contre les institutions démocratiques de l'État. C'est ça que l'on voit. C'est pas une virgule au bout de la phrase est-ce qu'il faut un président ou est-ce qu'il n'en faut pas. C'est un phénomène grave auquel nous assistons actuellement tous les jours. Et pourquoi il existe ce phénomène à votre avis? Il existe parce que le parti au pouvoir, le Likoud, qui pour nous était symbolisé par Menachem Begin, certainement. Mais c'était il y a 30 ans, Menachem Begin. Oui, les choses ont changé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si on comparait aujourd'hui Avi Gabaï à David Ben Gurion. Non, alors, je ne comparerai certainement pas Avi Gabaï à David Ben Gurion. Mais pour comparer à l'image de la France, prenez la droite française. Il y a au sein de la droite française certains qui seraient tout à fait prêts à faire partie commune avec le Front National et l'extrême droite, et vous en avez d'autres qui disent non, nous sommes de droite, nous sommes contre les socialistes, contre la gauche, mais nous n'allons pas aller jusqu'à porter atteinte à la démocratie française. Eh bien, c'est exactement de la même chose qu'il s'agit. Ces gens comme Miri Regev, la ministre de la Culture, David Bitan, le chef de la coalition, etc., sont des gens qui sont animés de sentiments que je ne qualifierais pas de droite, mais d'extrême droite. Et cette fracture au sein du parti au pouvoir, qui est le parti très nettement dominant en Israël, est un phénomène nouveau. C'est un phénomène des dernières années. Mais vous ne m'avez pas expliqué pourquoi. Pourquoi il se développe aujourd'hui? Est-ce que finalement, et la question que je pose, est-ce que finalement, ce n'est pas en réponse, par exemple, à une sorte de positionnement de la Cour suprême qui, ou de la Cour suprême qui systématiquement a des verdicts très libéraux, ou alors un positionnement d'un président de l'État qui, lui aussi, donne l'impression justement de s'éloigner de son positionnement d'origine et de dire, par exemple, pour revenir à Reuven Rivlin, lui-même a été l'un des plus virulents en critique contre la Cour suprême lorsqu'il était président de la Knesset, et aujourd'hui, eh bien, il se présente comme le grand défenseur de la Cour suprême. C'est-à-dire, on change de positionnement, peut-être pour des intérêts, pour des intérêts plus ou moins politique, peut-être parce que Reuven Rivlin est fâché avec Netanyahou qui n'a pas voulu de lui comme président. Il y a toutes sortes de contextes. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a... Non. Alors ma réponse est non. Je n'ai pas ce sentiment et je pense que votre analyse est inexacte, avec le respect qui vous est dû. Non. Il y a une montée du populisme qui est une montée généralisée en Europe, en France ou avec Trump aux États-Unis, etc. Oui. Et en Israël, ce phénomène du populisme, c'est-à-dire pour des politiciens de chevaucher les peurs et les envies et les sentiments du peuple, en général, c'est ça le populisme, eh bien, il monte aussi, c'est-à-dire qu'on va voir cette même ministre de la Culture, Madame Regev, qui est oui, mais Madame Regev, c'est quand même pas tout le gouvernement, Madame Regev. Il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'elle n'en a. Ah, c'est un ministre très important, très proche de Netanyahou actuellement, très proche du centre du pouvoir. Là, vous vous trompez. Et on la voit, par exemple, monter sur une estrade il y a quelques années au sud de Tel Aviv et haranguer la population du sud de Tel Aviv contre les migrants, contre les Noirs qui sont là-bas, et en des termes, ils sont un cancer dans la nation, etc. Ce sont des termes populistes. Oui. Enfin, celui qui ne voit pas qu'il y a une montée du populisme en Israël ne voit rien. Oui, le populisme existe, je vous l'accorde, mais la question de savoir pourquoi. Non, ça n'est absolument pas à cause du président et à cause de la Cour suprême que ce populisme monte. Il monte pour un certain nombre de raisons. N'oublions pas quand même qu'Israël est en état encore de guerre et qu'il y a un problème défensif. L'Iran dont on parle doit se positionner en Syrie, etc. Les gens ont peur de ces phénomènes. Et là interviennent un certain nombre de députés et d'hommes politiques sans scrupules qui utilisent ces peurs contre le président, contre le contrôleur de l'État, contre la Cour suprême. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Ce n'est pas la faute
de ces contrôleurs si le populisme augmente en Israël. Pas du tout. D'accord, c'est un peu le contraire, d'accord, selon vous. Eh bien, écoutez, professeur Ilan Galsamer, merci de nous avoir éclairé sur cette fonction de président de l'État et cette vague non pas, vous l'avez dit, pas seulement de critiques, mais également d'attaques contre le président de l'État, qui nous a permis de mieux comprendre un peu sa fonction et la situation aujourd'hui, cette montée du populisme dont vous parliez. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Voilà, il est 8h26 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause. On se retrouve tout de suite après avec Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.